La question pour nous est aujourd'hui de savoir à quel point l'armée française en 1918 a été d'une certaine façon l'accoucheuse de la guerre moderne en inventant ce qu'on appelle l'art opératif. Alors, on reviendra expliquer exactement ce que c'est que l'art opératif avec nos intervenants qui sont aujourd'hui Benoît Billan, donc, qui est doctorant, qui rédige une thèse sur l'art opératif. Il est également rédacteur en chef adjoint du journal Histoire et Stratégie. Et puis on a avec nous également ici Michel Goya, qui est responsable du cours d'histoire à l'école de guerre et qui est donc le successeur du fameux maréchal Foch, le vainqueur de 1918. Donc des gens qui sont tout à fait qualifiés pour parler de tout ça. Donc la première question, c'est en fait, on a dans notre tête gardé le schéma d'une guerre de 1914 qui a une phase d'abord de mouvement, puis ensuite on s'enterre dans les tranchées pendant 3 ans. Et plus de 3 ans même, et puis finalement au printemps 1918, on sort des tranchées et on se remet à faire la guerre en mouvement. Est-ce que ça correspond au schéma réel des opérations? La situation se débloque en réalité quelques mois plus tôt, avec d'abord l'accroissement de moyens, de part et d'autre, des moyens industriels essentiellement. Toute la période 1917, c'est une période de grande extension, de grande production industrielle, qui donne des moyens techniques très importants en matière de chars, en matière d'aviation par exemple pour les Alliés, qui permettent de surpasser et de retrouver la manœuvre. C'est également l'occasion d'un certain nombre d'innovations tactiques de part et d'autre, avec les méthodes des divisions d'assaut du côté allemand en particulier, et la coordination entre les armes du côté allié également. Donc voilà, c'est un ensemble de moyens et d'innovations pour dépasser une situation de crise. D'accord, et là, on arrive à débloquer la situation. Qui débloque la situation en 2 mots? D'abord, dans un premier temps, ce sont les Allemands, puisque c'est eux qui ont, au printemps 1918, qui ont l'initiative des opérations, parce qu'ils ont une forte supériorité numérique, et ils la débloquent. Cette supériorité numérique en soi, c'est pas nouveau, c'est pas ça qui suffit. En 1917, au moment de l'offensive Nivelle, ce sont les Alliés qui ont une très forte supériorité numérique, ça ne suffit pas. Là, la situation se débloque parce qu'ils mettent en place également tout un tas de plusieurs innovations tactiques. D'une part, la recherche, la neutralisation par artillerie. Ils abandonnent l'idée de la destruction qui dure parfois des jours par la préparation d'artillerie lourde. Ils abandonnent cette idée au profit d'une neutralisation de quelques heures et qui est exploitée immédiatement par des unités d'assaut qui combattent de manière très décentralisée et dont le seul objectif est d'aller le plus loin possible. Et ces méthodes fonctionnent particulièrement bien lors de la première offensive, celle du 21 mars, contre la 5e armée britannique, qui explose littéralement devant ces assauts. Et en quelques jours, on a une avancée spectaculaire, c'est-à-dire que les Allemands conquièrent autant de terrain en 5 jours que les Alliés n'en ont conquis jusque-là pendant toute la guerre de tranchées, pendant 3 ans. Donc c'est une victoire spectaculaire qui manque de peu de vaincre l'armée britannique et qui effectivement oblige à... qui est le premier coup de cette nouvelle guerre de manœuvre. Donc cette première offensive sera suivie d'autres offensives allemandes, avec plus ou moins de succès. En réalité, il y aura 6 offensives allemandes de mars à juin 1918. Sur ces 6 offensives, 2 obtiendront des succès spectaculaires. Celle du 21 mars contre les Britanniques, celle du 27 mai contre les Français, qui va mener à la deuxième bataille de la Marne, mais des succès spectaculaires non décisifs, qui seront limités par l'action notamment des renforts français. Et 4 autres offensives qui n'obtiennent que des succès mitigés. Et à partir de juillet, la donne change, c'est-à-dire que les Allemands ont consommé leur principal atout, cette armée offensive qu'ils avaient créée. Ils l'ont consommé dans ces offensives et maintenant l'initiative passe aux Alliés qui, eux, vont marteler le front. Ils vont agir différemment et ils vont marteler tout le long du front jusqu'à obtenir un ébranlement de la ligne allemande, la conquête de la ligne Hindenburg, celle-là même qui avait résisté pendant des mois en 1917. Cette ligne Hindenburg, il la conquiert en 2 semaines, et ce qui amène finalement à l'effondrement de l'armée allemande qui est obligée de demander un armistice en novembre 1918. Donc 2 phases de mouvement assez différentes, mais qui consacrent le retour de la manœuvre. Bon, alors après avoir parlé du cadre historique de 1918, venons-en à l'art opératif. C'est quoi l'art opératif en fait? En quoi ça consiste? Quelle est la différence entre la tactique et la stratégie?
De la même manière que la stratégie et la tactique sont des disciplines de l'art de la guerre, c'est-à-dire des disciplines qui s'occupent de problèmes concrets, la stratégie c'est la conduite de la guerre, la tactique c'est la conduite des combats, vraiment. Et bien l'opératique en fait c'est la manière dont on va utiliser ces combats, les combiner ensemble pour créer des opérations qui sont donc ces combinaisons, ces séquences en fait de combats enchaînées dans un ordre précis, distribuées dans le temps et dans l'espace, de manière en fait à produire un effet non plus sur l'ennemi qu'on a devant soi, mais sur l'ensemble du système ennemi. C'est-à-dire qu'on prend l'armée ennemie comme un système avec des points clés, avec des points forts, avec des points faibles, et on essaye de cibler les éléments de ce système et donc d'utiliser en fait les combats, la puissance de destruction des combats, mais aussi les manœuvres entre et autour de ces combats pour arriver alors à l'usure et au final à la dislocation du système ennemi, c'est-à-dire qu'on fait perdre en fait à l'adversaire sa cohérence, et une fois que sa cohérence est perdue, eh bien, il ne peut plus s'opposer aux actions à nous. C'est-à-dire qu'en fait on abandonne même l'idée de bataille. La notion de bataille disparaît parce qu'on voit bien depuis 1914 que l'idée d'une bataille à l'échelle d'un continent quasiment, parce que c'est ça la phase d'ouverture de la Première Guerre mondiale, c'est l'idée d'une bataille à l'échelle d'un continent. On voit bien que cette idée-là ne fonctionne pas parce que y a des effets d'échelle qui jouent, parce que les armées de masse qui sont celles de la guerre de 14-18 ont une résilience qui est considérable et que donc on peut effectivement obtenir des succès spectaculaires, mais qui ne sont jamais décisifs. On arrive à percer une ligne, éventuellement on arrive à percer deux lignes, mais il y a toujours derrière des moyens, toujours des renforts, et il y a cette espèce de résilience qui fait que le système est blessé, mais il n'est pas démembré en fait. Et donc l'opératique, c'est le passage de la recherche effectivement de cette bataille décisive, dont on fait s'accroître l'échelle sans arrêt, à la recherche d'une dislocation systémique de l'armée ennemie, pour ensuite pouvoir récupérer sa liberté d'action stratégique qui elle permet d'atteindre des buts de guerre. Alors c'est un processus qui commence dans les premières traces. On peut les voir dès la fin des guerres de l'Empire, où on se rend bien compte que une bataille comme la bataille de Leipzig, ou même une bataille comme celle de Wagram, ne sont pas des batailles décisives. D'abord parce que les échelles augmentent, les armées augmentent, et qu'on voit bien qu'on a beaucoup de mal à obtenir un succès définitif, une décision sur le champ de bataille. Avant la bataille de Wagram, il y a la bataille d'Essling, après la bataille de Wagram, il y a une poursuite, etc. Il y a un ensemble de combats, justement, qui commencent à s'enchaîner. Par contre, on sépare, et la différence entre le passage de cette époque proto ou préopérative à l'ère de l'opératif, c'est qu'on commence à apprendre au bout d'un moment, doucement, pendant la guerre de sécession, à organiser ces combats entre eux, pour qu'en fait la somme de ces combats, le résultat de ces combats soit plus grand que la somme, leur simple addition.